Et donc, bienvenue tout le monde. Déjà, la séance numéro 14, modernité architecturale, c'est facile de trouver pourquoi le sujet est arrivé, puisque tous les mois, à l'invitation du studio Déclic, où on développe des photos, où on peut voir de la photo en exposition à Étampes, on parle d'histoire de la photo, et puis on a commencé il y a 14 mois, ça commence à faire. Facile à résumer modernité architecturale, tout simplement parce que la photographie, 1826, 1839, coïncide avec un développement urbain très puissant, c'est-à-dire le 19e siècle, c'est celui des grandes villes qui se développent énormément. Voici Londres en 1850. On a une construction exponentielle. On parle en millions d'habitants dans des grandes capitales, pas qu'européennes. Et donc, on pourrait imaginer qu'il y ait, voilà, une première hypothèse simple, on va en faire deux aujourd'hui, et puis j'aurai pas la réponse, on va faire des hypothèses. Finalement, le développement de la photographie étant simultané, les villes ont toujours existé, hein, mais elles accélèrent leur croissance suite à ces deux révolutions industrielles coup sur coup. Augmentation de la richesse, des capacités de déplacement, augmentation de la quantité de population et donc des constructions. Et donc, on pourrait penser que c'est concomitant. La photographie se développe en même temps que l'architecture et la ville. C'est vrai, c'est en même temps. Et la raison de cette modernité architecturale, c'est que, deuxième petit point, la ville se développe. Alors, on a des moyens et les informations circulent. La deuxième, c'est que, pour vous faire une histoire de l'architecture au 19e en deux phrases, on va passer d'une construction en bois à de la construction en métal, j'ai dit deux phrases, et puis en béton. Et donc, on va aller vers des choses qui sont de plus en plus droites, un peu comme le petit visuel de Germaine Krull qui me sert d'arrière-plan, industrialisé, c'est-à-dire automatisé, préfabriqué, et, en capacité d'être construite rapidement sur plan, de moins en moins artisanale, de plus en plus en construction développée. Et donc, c'était l'histoire de l'architecture en deux phrases, au 19e siècle. Et puis le béton va faire la même chose. Ce qui fait que les photographes qu'on va voir aujourd'hui, tu voici, Delamotte, Dubreuil, Stiglitz un petit peu, parce qu'on en a déjà parlé, le merveilleux Alvin Langton Coburn que j'ai découvert pour l'occasion et dont je vais vous rassasier, j'espère que ça va vous plaire, Edward Station, je vais le prononcer à la française maladroitement, et Molly Nagy et Germaine Krull vont justement accompagner ces développements et faire cette bascule, si on va vite, d'une photographie qu'on a appelée pictorialiste, qui ressemble à de la peinture, à une photographie géométrique, abstraite. Et voilà une deuxième histoire concomitante, c'est-à-dire la naissance de l'abstraction va impacter la photographie. Elle va être une occasion de création, puisqu'elle va nourrir les arts. Et la constatation, c'est que en se développant avec les villes, en suivant cette accélération, en étant le témoin, si on prend les photographies de Lamotte, il n'a, entre guillemets, comme vertu, une seule, hein, il est que très célèbre pour ça, d'avoir pris en photo le Crystal Palace, le bâtiment qui fait une date très très importante dans l'histoire de l'architecture, 1851-54, parce qu'il a été détruit et reconstruit. C'est l'architecture en métal pour la première fois. Paxton, l'architecte, vient du monde des serres et des jardins. Et donc, pour l'exposition universelle, pour la richesse industrielle célébrée dans l'exposition universelle, voilà les grandes puissances appuyées sur leurs colonies et on le constate aujourd'hui en histoire sur le pillage aussi de ressources énormes, vont célébrer leur capacité à produire des choses en grande quantité, spectaculaires, merveilleuses et éphémères. Cette architecture, précisément celle de Paxton dans le Crystal Palace, c'est la première fois qu'il y a une architecture vraiment en métal qui assume son métal. On regarde à l'intérieur, les photos de Delamotte ne sont que des témoignages finalement de quelque chose qui s'est passé. L'architecture
photographie d'architecture, oui, c'est plutôt une sorte de témoignage oui, de témoignage, de prise de vue de quelque chose qui a eu lieu. La modernité vient de l'architecture plus que de la photographie, si j'exagère un petit peu. Et on peut, à l'intérieur de cette architecture qui fait penser à une serre, vous comprenez que la bascule en histoire de l'architecture, c'est qu'on va avoir une structure autoportée, c'est-à-dire on va boulonner des montants entre eux, et puis il n'y a pas besoin de fondation, et puis les murs vont pouvoir devenir en verre. Et vous comprenez que, on va dire, les gratte-ciel, 50 ans après, même pas 40 ans après, arriveront à Chicago principalement. Il faudra inventer l'ascenseur. Ces photos de la mode sont des témoignages assez traditionnels, pas de nouveauté. Juste quelque chose de merveilleux, c'est que le bâtiment du Crystal Palace va être déplacé une fois l'exposition universelle de 51 faite. Il va être déplacé à un autre endroit qui s'appelle Sydenham. Et, de la mode va prendre en photo cette reconstruction. Alors la reconstruction, elle est intéressante parce que ce que j'ai derrière moi de Germaine Krull, cet intérêt pour l'espèce de graphisme, en fait, les lignes droites que sont les systèmes de construction, mais aussi, vous le voyez ici, les systèmes de support pour se tenir, pour s'appuyer, ben, sont des systèmes qui sont... alors, le mot, j'aime bien l'employer, mais il est compliqué, en fait. C'est très graphique. Alors, c'est quoi très graphique? C'est que ça, c'est assez dur à répondre, hein. Merci d'avoir posé la question. Graphique, c'est-à-dire que les contrastes, je me lance parce que j'ai pas de réponse en fait. Les contrastes, vous voyez, on a du noir, du blanc qui se découpent l'un sur l'autre, c'est-à-dire des choses qui se détachent assez fortement, du blanc sur du noir. Plutôt des lignes droites qui font qu'on a une lecture comme une sorte d'écriture en fait. On pourrait imaginer que ce soit des lettres ou une calligraphie asiatique qui fait qu'on aurait écrit en blanc sur du noir ou en noir sur du blanc. Et graphique parce qu'il y a assez peu de nuances entre ces deux extrémités de noir et clair et que les variations de gris vont être travaillées elles-mêmes. C'est-à-dire que de plus en plus, la matérialité de l'image va devenir intéressante. Alors, graphique, les arts graphiques, le dessin existait bien avant tout cela. Et dans la fin de notre histoire aujourd'hui, on verra un peu de couleur qui arrivera en 1895-97, mais en tout cas chez des photographes qu'on a vus. Même si la photo d'architecture, pendant longtemps, et encore aujourd'hui un peu, la photo, toute notre histoire en 14 épisodes, comment la photo devient un art tout doucement, elle s'appuie sur ce noir et blanc pour s'éloigner du réel, pour ne pas avoir l'air d'être trop fantaisiste, farfelu, dissolu. Il ne faut pas qu'elle soit en couleur, ça serait trop rigolo, trop superficiel. Et, et donc, la photographie, encore aujourd'hui, c'est un marqueur, que le noir et blanc soit un gage de qualité esthétique, de volonté presque un peu, pas ridicule, mais un peu surjoué de dire je fais la photo en noir et blanc, donc il y a quelque chose qui va valoriser mon image en retirant de l'anecdotique, de la gestion des couleurs, ce qui était une difficulté supplémentaire au moment de la prise de vue, du tirage et au moment même du cadrage. La photo d'architecture va être longtemps en noir et blanc. Et donc, chez Delamotte, on est plutôt avec une modernité qui est plutôt l'objet, en fait, qui est montré, qui va être l'occasion de voir cette société qui se transforme. J'aime bien ça. Delamotte va avoir l'idée, il n'y en a pas beaucoup, de prendre en photo les gens qui travaillent. Normalement, on prend l'architecture par sa réalisation. Hein. On n'a pas trop de témoignages de qui fait quoi, on s'en fout. Et plutôt des humains qui servent de repères, d'échelle pour se rendre compte de l'impressionnante compétence architecturale. Voilà, le premier rapprochement qu'on peut faire entre une histoire de la photo et une histoire de la ville qui serait simultanée. Et il y a une difficulté dans cette question-là, c'est une photo de Marville qui m'y fait penser, c'est que ici on est en 1871. Marville il a été peintre aussi d'ailleurs, il a été graveur, et puis il va participer à l'édition romantique illustrée
de Tony Johanneau, mais il va être évincé et puis il va arrêter la gravure, il va devenir photographe. On a vu que nombre de photographes venaient du monde des arts visuels. Et ce qu'on voit ici qui est intéressant, c'est qu'il va devenir photographe pour les services de la ville de Paris, et particulièrement, petit clin d'œil étampois, attaché aux constructions, aux créations de Daviou, qui est l'architecte première œuvre, le Théâtre des Temples, qui est un petit chef-d'œuvre. Il faut absolument que vous veniez à Étampes le voir. Et, euh, et qui va être un des créateurs du Théâtre de la Ville, du Châtelet, et des constructions, du mobilier urbain, on va dire, qui est devant nous. Alors l'image qu'on a devant nous, elle est intéressante parce elle est à deux faces. Prenons du recul. Elle est moderne quand il l'a fait et elle est nostalgique pour nous. C'est-à-dire elle témoigne, colonne Maurice, réverbère, support de presse, urinoir, on est à Paris. Elle montre la modernité, c'est-à-dire les grandes villes urbaines, les surfaces urbaines avec plein de gens qui s'équipent d'objets comme Deco aura l'idée dans les années 1970 de faire des supports à publicité sur les abris d'autobus. Voilà. Le mobilier urbain existe très peu, il est plutôt fabriqué par les architectes encore à ce moment-là. Il deviendra le métier des designers bien plus tard. Ce qui fait que ce qu'on voit là est plutôt un signe de modernité. Pour nous, puisqu'elles ont disparu, il doit en rester une seule dans tout Paris, puisqu'on a eu des doutes un peu justifiés sur l'hygiène que ça permettait. Mais c'est la cohabitation qui fait ça. Donc la face double de cette image, c'est que finalement, elle est plus moderne en fait. Elle l'a été, elle l'est plus. Alors la question qui se dédouble, c'est que finalement, quand on prend en photo des villes, on pourrait penser, comme je disais au début, que le développement des villes va aller avec le développement de la photographie. Ici, c'est une gravure. C'est pas si simple que ça, parce que on va voir que la photo d'architecture, elle a deux entrées qui sont très opposées finalement. C'est que la ville va pouvoir être quelquefois le symbole de quelque chose qui se transforme, et donc on va avoir des photographies de ville qui ne peuvent pas être rangées dans une catégorie unique entre les pictorialistes Coburn Station que je vais montrer, et puis les Molinagui, Germaine Krull, qui sont plutôt formalistes. Je résume ce que je veux dire avant que j'essaye de l'éclairer. La ville va être un prétexte soit pour montrer le temps qui passe, la transformation humaine, la disparition, la reconstruction, puisqu'une ville fabrique de la ville, qui fabrique de la ville, qui fabrique de la ville. C'est une sorte de métaphore du temps et de la créativité et de la modernité de ce point de vue-là, puisque la modernité est fascinée par la nouveauté, c'est une drogue, et que cette nouveauté est une façon d'oublier un peu vite. Là, la nostalgie ne fait pas partie de la modernité. Il faudra être postmoderne, ça viendra à la fin du XXe siècle. Voilà, des photographes vont prendre la ville comme prétexte à ce temps qui passe. Et de l'autre côté, le prétexte à temps qui passe, c'est les pictorialistes qu'on va voir tout de suite. Et de l'autre côté, une école de photo va prendre la ville aussi comme prétexte purement formel, c'est plutôt celle que j'ai derrière moi. C'est-à-dire l'abstraction elle-même, si vous vous intéressez à l'histoire de l'abstraction, puisque là on est en 1880, 1900, l'abstraction vraiment c'est les années 1916, elle s'est approchée avant, hein, et puis on a toujours travaillé sur des rythmes de forme pour composer les images, mais l'assumer comme ça, puis la fascination pour la machine, qui est plutôt dans l'entre-deux-guerres, son explosion. Cette abstraction a été elle-même coupée en deux entre des artistes très symbolistes. Si vous avez en tête Kandinsky, il y a beaucoup de textes autour de la spiritualité, Kupka, même chose, Mondrian aussi, qui est théosophe. Voilà des sortes de combinaisons de philosophie, de croyances religieuses au sens très large, qui associeraient des couleurs à une signification. Les débuts de l'abstraction, sans doute aussi pour lui donner un poids intellectuel, pour qu'elle ne soit pas qu'un jeu de forme, justement, a été longtemps lié à des courants de pensée symboliques, on va dire. C'est-à-dire que ce qu'on voit symbolise quelque chose. Mais à l'opposé, et ce sera la deuxième partie, ça va basculer, et la fin
de notre conférence du jour, c'est que l'abstraction va aussi devenir purement formelle, purement un jeu d'images. Et la ville va être un prétexte à ça, la ville qui se construit, celle qu'on vient de voir un petit peu, et c'est là que New York va prendre son impact. La ville qui construit en hauteur, qui permet d'avoir des points hauts. En ayant des points hauts, on a énormément d'abstractions qui se fabriquent, on va le voir, hein, l'influence des ballons, de l'avion, et qui fait que l'abstraction va devenir presque vide de symboles ou de significations pour n'être qu'un jeu de forme. Un jeu que certains qualifieront de superficiel et d'autres justement de langage universel. C'est parti. Ce qu'on voit ici, c'est Pierre Dubreuil. Je vais vous montrer 3 pictorialistes. Vous vous rappelez sans doute que dans les débuts de la photographie, les débuts de son ascension, les arts ont tendance à copier ce qui les précédait. Et ce qui se passe ici, c'est qu'ils vont copier plutôt avec des techniques de papier, de système d'impression, la peinture, le dessin, le fusain. Quelque chose qui a un grain et dans lequel on va retrouver justement, ici on est à Bordeaux avec Dubreuil, on est place de la Concorde ici, un grain qu'aujourd'hui des filtres fabriqueraient très facilement. Parce que pour qu'un art se fasse accepter, nous a aidé à comprendre dans le livre de l'artification Heinisch et Shapiro, un art copie l'art qui le précède. C'est parce que ça ressemble à des peintures que c'est plus facile à accepter. Mais ce qui est intéressant dans les 3 pictorialistes qu'on va voir, donc pictorialiste, on voit bien que le lien à la peinture, c'est que les 2 suivants, Station et Coburn, vont basculer doucement, et Stieglitz, 3, vont basculer d'une référence à la peinture vers un jeu d'une photographie, je développerai une autre fois, qui s'appelle straight, c'est-à-dire pure, géométrique, sans aucune nuance, que j'ai appelé tout à l'heure graphique. Une photo au régime, qui n'est pas en train de jouer avec cette espèce d'effet de flou, qui est très beau d'ailleurs, hein, mais qui rendrait, alors c'est là où l'enjeu du jour, c'est que la ville va être un décor, va être un prétexte pour prendre des images, pour avoir des images qui soient toujours intéressantes, en fait, soit parce qu'elles sont le témoignage de quelque chose qui est en train de se passer en temps réel, éphémère, soit pour notre œil, une façon de voir en arrière ce qui a été. Et vous savez sans doute, je l'ai évoqué, je peux le redire, que un des enjeux de la photographie, une des choses qui va la caractériser, indépendamment des repères formels, c'est cette capacité de témoigner que quelque chose a eu lieu, ce qui n'est pas tout à fait dans le dessin ou dans la peinture. Le ça a été décrit par Roland Barthes dans son livre La Chambre claire. Voilà, quand on voit ça, on sait que ça a été, que ça a existé. Et c'est déjà touchant par ça. Le grain, l'ancienneté, la douceur, l'imprécision va ajouter, va suggérer, ce n'est pas obligatoire, hein, c'est une habitude visuelle et intellectuelle après, de penser que le flou, c'est du passé ou que le flou, c'est de la nostalgie. Il y a un livre merveilleux, tiens, il faut que je pense à vous le lire, de Macarius qui s'appelle Une histoire du flou. Je dis souvent aux étudiants, est-ce qu'il existe de l'architecture floue? Est-ce qu'il existe de la sculpture floue? Est-ce qu'il existe de la littérature floue? Le flou, c'est lié à une histoire de la machine, à une précision scientifique qui va faire le point sur quelque chose, qui va être précise, qui va décrire presque objectivement, comme si la photographie pouvait être objective. En fait, c'est une légende qui se fabrique dans ces temps-là, au travers des images de la ville, d'ailleurs, qui va montrer la réalité telle que ça a été. Le flou, c'est déjà quelque chose qui est entre les choses et moi, entre ce qui vient vers moi et ce que je discerne à peine, qui fait que l'œil va un peu se balader à l'intérieur. Le flou, c'est aussi ce qui va donner de la beauté à n'importe quoi. Je vous le conseille, si vous n'avez pas de filtre automatique, un bon vieux frottage d'oignon ou de beurre sur votre objectif de téléphone et vous serez rajeuni de 10 ans. Conseil beauté, ne me remerciez pas. Si je reviens à Alfred Stieglitz, ça va bien montrer la bascule entre chaque. On a déjà parlé de son talent et j'en redis un mot
pour qu'on comprenne mieux cette bascule des pictorialistes. La fin du... On est avant 1900, et puis la photo straight, la photo presque abstraite, géométrique, arrivera avec ces années 1900. Ce que Stiglitz va faire, il vient d'Europe, il va aller aux États-Unis, et ce basculement lui-même a une signification. C'est tout doucement de la peinture impressionniste qui va justement marquer les Américains qui vont venir collectionner, et pour lesquels nombre d'artistes vont venir étudier. Cette porosité Europe-États-Unis, elle a lieu avant la Première Guerre, avant la Seconde. Elle est déjà dans la fin du 19e siècle, dans le développement économique et industriel américain. On a des vues de rue par Stiglitz, et puis on a des célèbres, des clichés merveilleux, d'ailleurs, de neige américain, qui fabriquent cette matière picturale qui se donne ce nom pictorialiste. À la fois, dans Stiglitz, il y a plusieurs photos qui sont des chefs-d'œuvre. Celle-ci est d'une composition remarquable. On a la blancheur qui permet de bien détacher les personnages du fond, le rail qui fait tourner l'image, le cheval au premier plan qui est noir, puis le suivant qui est un peu gris, puis l'éloignement avec l'oblique qui part sur le côté, puis qui nous emmène sur l'autre côté. Donc l'image circule énormément. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette image. Et puis le plus beau, cette fumée de la chaleur dans le froid du corps des chevaux qui fabrique une espèce d'atmosphère qui, elle aussi, donne une matière à l'image. Mais ça fait 2 fois que je dis matière liée à la ville, en fait, à la construction, aux matériaux différents, qui fait qu'il y a du grain entre la neige, le sol sale, la pierre, le métal, le bois, mais aussi matière de l'image elle-même, qui va être une espèce de jeu, c'est ça le flou, hein, c'est une sorte de matérialité de l'image qui va l'aider à devenir abstraite. Peinture abstraite, c'est quelque chose sur lequel il faut coller son nez pour regarder à la fois ce que c'est de loin et comment c'est fait de près. Ce que la Joconde et l'art figuratif ne nécessitent pas. La matérialité, c'est ce qui intéresse, la plasticité, c'est ce qui intéresse la peinture abstraite. Les premières photos de Stiglitz sont déjà des chefs-d'œuvre de travail de la lumière et de cette matérialité. Et il n'y a pas que des villes, mais c'est le sujet qui va lui permettre aussi, sans doute, si je cherche les hypothèses parce que ça, c'est des questions que je me pose tout seul. Hein. Vous allez dire pourquoi vous faites ça, mais c'est sans doute que la ville, avec ses lignes droites, permet le flou facilement. C'est un dessinateur d'architecture qui vous le dit. Il suffit de 2 ou 3 verticales, d'avoir une sorte d'élément qui part, et on comprend qu'il y a de la profondeur, on comprend qu'il y a des objets là-dedans. Et avant Stiglitz, Monet l'a compris. Monet, quand il a commencé la bascule de l'abstraction, hein, avant que Kupka, Mondrian, Kandinsky n'inventent l'abstraction, c'est Monet qui l'invente à 2 points. Là, c'est le travail en série, c'est-à-dire l'image elle-même ne vaut plus pour ce qui est représenté, mais par le rapport des images les unes par rapport aux autres. Comment est-ce que Monet commence les séries? Les peupliers, mais surtout les Gare Saint-Lazare, avec des effets de flou qui sont ajoutés, et c'est là la deuxième source de l'abstraction, avec cette perte de la forme qui fait qu'il y a de la touche partout, il y a de la lumière, une vibration impressionniste qui donne un effet d'impression. Un autre chef-d'œuvre de Stiglitz, alors moi je fais de l'ironie, je ne suis pas photographe, je n'en ai pas le talent. C'est vrai que quand il y a de la neige, quand on a un contraste comme ça, d'ailleurs, vous le savez bien, n'importe quelle ville est belle sous la neige, elle gagne en simplicité visuelle. Ce qui est pourtant, normalement, le travail des photographes ou des artistes, il faut donner une information qui soit en tension avec la quantité de choses à reconnaître. Il faut dire beaucoup avec le moins possible. Voilà, ce que Stiglitz va ajouter, qu'on voit dans ce Flatiron, on a une architecture moderne qui se développe sur la côte est américaine, mais en plus, vous voyez, l'autre chose qui vient de l'Europe, elle vient du Japon, mais elle est passée par l'Europe, le format étroit on est sur une espèce de double carré, qui va accentuer le côté abstrait, c'est-à-dire que ça aussi, c'est pourquoi je dis un truc comme ça, c'est assez difficile à expliquer, ça, c'est le bordel.
Pourquoi est-ce que quand c'est étroit, c'est plus abstrait? Il y a moins de possibilités de créer de la profondeur. C'est-à-dire que comme il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les choses, on va mettre les choses les unes devant les autres. L'arbre, il n'est pas très intéressant, mais il est nécessairement devant ce bâtiment. Alors que le bâtiment lui-même est très intéressant. J'appelle ça une sorte de perspective de théâtre, c'est-à-dire il y a un objet qui est devant un autre, qui est devant un autre. Voilà, il y a ma main qui est devant mon autre main, qui est devant ma tête. On comprend cette simplification. Elle vient des estampes japonaises, parce que la pratique de la gravure oblige à la simplification des masses. Gauguin va l'adopter très fort, puisqu'elle va lui permettre de simplifier les formes pour pouvoir les remplir de la couleur qu'on veut. Donc ce jeu de plans s'accentue quand on rétrécit le format, puisqu'on est obligé de mettre, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les choses, donc il faut choisir des choses qui soient assez contrastées, et nous revenons à notre notion de graphisme qu'on voit encore une fois derrière moi, c'est-à-dire si j'ai un premier plan avec en plus de l'écriture inversée, ben voilà, le cerveau comprend l'image et se déplace à l'intérieur. Ce qui fait que la bascule dans ce Flatiron de Stieglitz, c'est qu'après avoir été un travailleur de la matière picturale, pictorialiste à 100%, il commence par le travail sur la ville à basculer doucement vers quelque chose qui soit plus formel, en fait, qui oublie de plus en plus ce que c'est. Même si là, on voit bien que c'est des gens qui récupèrent des choses dans la ville, mais qu'est-ce qui est nouveau là? Oui, il y a encore, on pourrait presque faire une transition. Il y a encore de la fumée dans le fond, mais devant, il n'y en a plus. Mais devant, on a une découpe merveilleuse d'une sorte de masse unique, presque abstraite, hein. Ça a l'air d'être un tonneau, une personne, un bout de réverbère, on dirait un camion, hein, une charrette, une charotte. Oh. Mais oui, l'effet de masse fait que petit à petit, ça va vers quelque chose d'abstrait. Cette abstraction, elle n'empêche pas que le tireur, voilà, avec une petite lumière ici, une petite lumière sur le côté, va donner quelques indications légères. Et cette abstraction, elle est accentuée par cette espèce d'ombre qui est merveilleuse sur le bord. Si on regarde bien, j'ai pas d'infos sur les façons de faire de Stieglitz, mais oui, cette ombre-là est beaucoup plus forte que celle-ci. Il y a vraiment un travail de la matérialité de la photo, c'est-à-dire que les zones de noir, les zones de gris vont être choisies. Et la forme géométrique qui se dessine sur le sol va accentuer cette espèce de zone entière qui n'a pas grand intérêt. Elle a un intérêt par cette forme qui vient sur elle. De cette matière de peinture, on bascule doucement vers un jeu de forme pour la forme. Travail de nuit. Et puis, ce qui va accentuer ça chez Stieglitz, c'est une galerie qu'il ouvre, la 291, vers 1905, qu'il va accompagner de revues qui vont montrer la modernité européenne. Brancusi, Matisse, Picasso, Rodin, Gauguin, dans des magazines comme Camera Work. Rappelez-vous, la photographie va se diffuser plutôt par les magazines, plutôt par les revues, que par les expositions directement. Et elles sont la plupart du temps pensées de cette façon, ce qui la précède, Camera Note. Ce que je passe un peu vite, c'est la bascule de ça à son autre chef-d'œuvre de 1907, ça. C'est invraisemblable, ça pourrait faire notre journée, ça suffirait, que ça et ça, c'est la même personne qui l'a fait. C'est pas la même couleur, oui, mais c'est pas la même gestion de la lumière. Si on regarde bien, c'est la petite branche avec la neige, c'est mignon, on a le décor de la ville derrière. Ici, la ville, ce sont des rythmes de lignes, en fait. On est sur un bateau de migrants, et le coup de génie, il a dit que c'était intuitif de Stieglitz, c'est que il aurait dû faire la photo comme ça, juste. Il aurait dû prendre de face ce qu'il voit, ou le témoignage des gens, le rythme des cordelettes. Et en fait, pour la première fois, il bascule son objectif vers le bas, et on a une vue qui est ample de cette façon-là, qui là aussi est purement picturale, purement photographique, justement. On n'est plus dans le témoignage d'un peu de grain travaillé par la lumière, on est dans un jeu de rythme visuel et intellectuel. On voit au-dessus, on voit en dessous.
Et on est dans la cale, dans le noir, les clairs ressortent et par des silhouettes sur le blanc. Une merveille de composition de ce ponton qui fait que la passerelle dit quelque chose de ce qui est en train de se passer entre le haut et le bas, entre la gauche et la droite, et entre ce destin de migrants et ce nouveau monde qui se présente à eux. On pourrait penser que ce n'est pas la même personne, et c'est la bascule que je cherche à montrer aujourd'hui. L'influence de l'Europe et de ses recherches formelles sur Brancusi va avoir une grande importance. L'abstraction qui va arriver, se nourrir de ça, va amener Stiglitz à faire un travail presque abstrait sur les nuages, qui est fort connu. J'ai plutôt parlé l'autre fois d'un travail sur l'herbe, qui est tout aussi fascinant. C'est-à-dire de décider de prendre quelque chose d'ouvertement abstrait pour que la photographie soit en train de parler sa propre langue, en fait, d'essayer de discerner. On pourrait presque penser que c'est une radiographie de main. C'est drôle, c'est les mêmes années. Ce qu'a fait Röntgen en prenant en photo au rayon X la main de sa femme, on dirait presque un squelette de main. Il n'y a plus de sujet. Ce sont des nuages, en effet, mais qui sont cadrés d'une façon telle qu'ils sont loin d'être picturaux, loin d'être anecdotiques. Ce n'est pas un petit nuage pommelé mignon au-dessus de la terrasse à Sainte-Adresse au Havre par Monet. C'est de la matière elle-même. Et face à cette matière elle-même de nature, de choses observées, la photographie trouve son écriture. Fait elle-même la preuve. Alors, il y a encore un petit peu des petites branches en bas, mais elle n'est pas abstraite, elle montre encore quelque chose, elle s'appelle encore nuage, mais elle est elle-même travaillée en série, elle est elle-même en train de s'appuyer sur un objet qui est à la frontière de l'abstrait. La bascule chez Stiglitz, voilà, on reverra tout à l'heure le dessinateur Zayas, qui a fait cette couverture du magazine 291, qui était l'adresse de la galerie, hein, que voilà. Cette revue va permettre de montrer des photographes américains. Va permettre d'amener Stiglitz, Station, qui vient d'Europe, qu'on va voir tout de suite, à montrer des images et surtout, pour qu'un art se développe, faire circuler les images, à les montrer les uns aux autres. La vitesse qui fascinait la modernité se trouve dans l'accès qu'on va avoir aux images, à leur diffusion. C'est une photo de Stiglitz. On a vraiment 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes dans la même, carrière. L'influence, c'est la peinture américaine de ces années-là. On est en 1921, c'est écrit en haut sur l'écran. Charles Demuth va faire... il est passé en 1908 en France, il a vu les premiers cubistes, 1907, Mademoiselle d'Avignon, et c'est pas grand monde qui les a vus dans les années 10. Pas encore abstrait, hein, mais une simplification des formes, des masses, qui fait que non seulement la géométrie urbaine va les intriguer, fabrication, préfabrication des fenêtres font qu'on a un rythme régulier, hein. Mais quand un château n'est pas préfabriqué, il a aussi un rythme de fenêtres. Mais la préfabrication préfère la ligne droite pour l'assemblage, pour tout le montage qui a été préfabriqué, justement. On sait d'avance comment on va faire. D'énormes premiers plans qui font des découpes dans l'image elle-même. Et puis, la fascination pour les objets de la modernité, c'est-à-dire les machines, les entreprises, les entrepôts, toutes ces choses qui n'existaient pas avant et sur lesquelles la peinture, la photo tout de suite en même temps, c'est ce que j'essaye de dire là, va s'appuyer pour être moderne, pour coller à ce monde nouveau qu'il faut aimer en fait, et dont on est en 2022, on va dire, on se départit tout doucement, on se rend compte que cette fascination progressiste, elle a une limite et que c'est peut-être intéressant de ralentir. Cette fascination pour les objets géométriques, pour la géométrie qui va avec la création industrielle, le design, les villes qui vont avec, la vitesse de circulation de ces fabrications et de leur diffusion va être l'occasion pour ces peintres
qui fabrique, ça c'était Demuth, que voici, pris en photo par Alfred Stieglitz, bien sûr. Et va être aussi l'occasion de montrer euh, un art du rythme. C'est-à-dire que j'ai oublié une dernière chose, c'est que ce sont les lignes dans le ciel. La ligne dans le ciel, c'est pas de la géométrie. Ici, elle s'accentue avec la construction, elle s'accentue avec les ombres qui sont surjouées un peu, avec des éléments qui sont reconnaissables. On voit très bien ce que c'est, alors qu'en fait, c'est impossible que ce soit là. Ou enfin, si c'est là, il y aurait soit un autre de l'autre côté. C'est pas grave. C'est une sorte de répertoire de formes dans lequel on va pouvoir puiser qui va nous permettre de faire ce qu'on veut. Demuth, voilà, va travailler la typo, l'écriture, comme un jeu de rythme, de reconnaissance qu'on a dans un instant dans la ville, du marquage publicitaire, des indications de signalétique qui vont se retrouver un peu partout. Ces peintres sont dits précisionnistes parce qu'ils vont accentuer cette espèce de froideur euh, jusqu'à mettre très peu d'arabesque et d'arrondi, jusqu'à jouer avec, ça n'existe pas encore, mais ce qu'on pourrait appeler, pour les plus vieux, de l'aérographe, oui, une sorte de surface impossible à discerner dans son modelé, dans la progression d'un élément à un autre, et surtout dans la façon de faire encore sentir la construction géométrique cachée en dessous. Cette peinture précisionniste, c'est la grande peinture américaine, la première grande peinture américaine. Elle n'est pas très connue en France parce qu'on n'en voit jamais. La première peinture américaine, elle est réaliste, elle est proche des romantiques, puis elle est impressionniste, elle est encore marquée par l'Europe. Là, on a une peinture vraiment américaine. On va dire, pour faire court et faire un clin d'œil à ceux qui m'auraient suivi d'autres fois, celui qui est élève de ça, c'est Hopper. C'est pas vrai, mais c'est plus simple de le dire comme ça. Charles Sheller, même chose que Demuth, un intérêt pour la précision. Je ne l'ai pas dit encore et ça va s'accentuer avec la ville. On voit derrière moi des vues du dessus. J'ai dit que l'avion avait beaucoup valorisé ça, les gratte-ciel, c'est pour ça qu'on est aux États-Unis et que ça va avoir un impact. Les vues du dessous, les vues en contre-plongée qui donnent une espèce d'effet de découpe sur un ciel uni, donc sur une forme unie qui ne vient pas interrompre quoi que ce soit. Ça aurait été plus facile pour Monsieur Scheller de ne pas mettre tout cet assemblage de cailloux invraisemblable, même si l'image que j'ai prise ici est de 1940, elle est beaucoup plus tardive. Voilà, ce qui est merveilleux chez les précisionnistes, c'est cet effet de simplicité qui va aussi beaucoup fasciner les peintres et les designers dans les années 1980. Ça reviendra, cette mode-là, ça revient toujours, on a des cycles. Voilà, cette photo de Stiglitz, elle bascule parce qu'il est influencé par ce qu'il voit en Europe et parce qu'il rapporte d'Europe, puisqu'il est un de ceux qui va faire exposer les Matisse et Rodin aux États-Unis. Voilà, Charles Sheller. Et je suis passé vite, mais la photo de Stiglitz, elle est elle-même assez construite dans l'esprit de Demuth. C'est la bascule de cette modernité d'influence qui prend petit à petit son indépendance pour faire son propre vocabulaire. On va le voir encore avec Coburn et Station. Ça devrait rentrer dans 20 minutes. Coburn, je le reconnais, je ne le connaissais pas. Et j'avoue que je suis très impressionné par son travail. Ici, c'est lui qui prend en photo Stieglitz, transition. Résumé de ce qui vous va apparaître dans les 5 minutes, si vous aviez un endormissement rapide, Coburn est lui-même pictorialiste, lié à cette vision d'un artiste romantique, la coiffure, les costumes, mais aussi le flou, la mise en scène de soi, le rapport à la nature et donc au décor qui est autour, le travail de la lumière, profondément pictorialiste, donc marqué par à la fois l'histoire de la peinture, vous voyez, le cadre dans le cadre, l'écriture elle-même qui ferait penser on est en 1905 à du Klimt, c'est la même époque, voilà encore un autoportrait, c'est 4 autoportraits de Coburn. Et le même Coburn va basculer de la même façon que Stieglitz, de la même façon que Station juste après,
dans l'abstraction, dans une abstraction vraiment très pure en photo, très géométrique, très graphique. C'est cette histoire-là qui m'intéresse, qui fait que la ville est un prétexte, je disais, de passer de quelque chose de symbolique, le temps qui passe, c'est, on pourrait dire, la ville pictorialiste, quelque chose disparaît, à un répertoire formel, une recherche sur un travail sur l'abstraction, et qui fait que sans doute qu'il s'agit pour les photographes de faire de la recherche, mais aussi d'affirmer un langage qui soit complètement autonome. Et sans doute, j'ai pas beaucoup lu, ça je l'ai un peu déduit, mais l'abstraction, c'est aussi un langage assez universel pour qu'il parle à tous les pays dans une époque qui devient mondiale. L'abstraction, on peut en mettre partout, il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit, ça va à tout. Alors, soyons simples. Vous voyez, 1904, Coburn, c'est anglais. Voilà, c'est déjà merveilleux parce que à la fois ces recherches formelles sont d'une grande beauté. Hein. Vous allez me dire, il ne suffit pas de trouver ça beau, ça ne suffit pas. Là, en plus, Coburn, qui vient d'Angleterre, va prendre en photo des grands écrivains anglais. Ici, Chesterton, ici, Wells, quand même, des écrivains qui, eux aussi, anglais puis américains, qui vont passer d'une fascination. Putain, ceux qui sont bons en histoire de la littérature, ils vont gueuler sur mes simplifications. Une sorte de fascination pour la nature à une fascination pour la machine, jusqu'à chez Wells, un danger de la machine. Histoire de la littérature en une phrase, super. J'essaye de faire de la simplification. Henry James, euh, qui est on développe pas. Voilà. Sargent, l'immense peintre américain qui vient justement euh, en Europe. Et comme un clin d'œil en écho, Roosevelt. Toute la modernité, c'est le cadrage, la proximité, qui fait qu'on est encore pictorialiste, on est encore dans le flou, mais on est cette espèce de proximité du visage. Là, on est encore dans quelque chose qui est assez classique dans la présentation, mais là, cette clarté, cette simplification est déjà une sorte de jeu de répertoire minimaliste qui veut montrer la photo pour elle-même. Coburn va écrire un livre qui s'appelle The Future of Pictorial Photography, c'est-à-dire le futur de la photographie pictorialiste. Mais il écrit ça, Coburn, c'est 1882-1966, hein, c'est quand même, il va venir jusqu'à nous assez loin. Rodin, c'est quand même incroyable de cadrage. On a l'impression qu'il pourrait nous parler maintenant. Georges Bernard Shaw, encore. Et puis cette merveille que la cinéaste Jane Campion a filmé sur un de ses premiers films, Le poète Yeats. Regardez ça, elle a fait 8 films, c'est une petite merveille. Mark Twain. Qu'est-ce qu'écrit Coburn? Je vous laisse regarder. En 1916. Une sorte de défi prophétique. Pourquoi l'appareil photo ne pourrait-il pas se libérer des entraves de la représentation conventionnelle? Pourquoi est-ce que l'appareil photo ne pourrait pas aller plus loin que la peinture? Alors, vous devinez, je suis en train de faire la transition. On a quelque chose qui pourrait encore largement faire penser à de la peinture. 1908, c'est même très en retard. La peinture, on peint comme ça depuis 1850. Ce jeu de contraste, cette place de la nature, ce flou. À Coburn, comme les autres avant, voilà, en plus Venise, on a déjà tout l'ensemble. Mais Coburn, quand il écrit ça en 1916, étude de nuages aussi, comme on l'a vu chez Stiglitz, comme on le verra chez Station, déjà un petit élément moderne qui vient perturber l'ensemble. Des séries de villes qui sont des petits chefs-d'œuvre. Voilà un livre sur Édimbourg, une série sur Londres, je voulais en montrer deux et puis j'ai pas résisté.
Voilà, des chefs-d'œuvre de peinture pictorialiste. Arrêtez de parler, ça changera. Premier plan, flou, contraste presque un peu fantomatique qui donne une sorte d'ambiance invraisemblable. On pourrait dire Cockburn est un génie de la photographie de la première époque. Il donne, avec ses séries de vues de Londres, une vue influencée par l'impressionnisme, euh, qui va mettre la photographie à égalité avec la peinture. Mais Cockburn, c'est ça qui est merveilleux, parce que là, on prend du bon temps, voilà, en basculant vers les États-Unis. Vous voyez à quel point le rythme des bâtiments lui-même, il est un prétexte. Là, on a encore des choses qui sont très gothiques dans la forme. On est à Londres. Et puis le flou du fog, c'est quand même pas rien. Là, aux États-Unis, on a déjà un rythme géométrique, des verticales qui vont changer l'ensemble, et puis des hauteurs, en fait. Un jeu de plongée qui va transformer la façon de montrer la vie. Encore Londres, encore Londres, même si déjà là, on a une grande simplification par masse, des intérêts pour la ville la nuit. C'est aussi ça qui fait que la ville va être un objet photogénique comme aucun autre. L'éclairage de nuit, c'est un changement dans le rythme des humains prodigieux. Imaginez-vous un monde où on ne peut plus voir quand il fait nuit. On ne peut plus lire, on ne peut plus regarder les choses, on ne peut plus peindre. Quel monde limité, quelle ouverture invraisemblable apporte la lumière électrique. Et donc, quel objet nouveau et fascinant pour la peinture, chez Degas, chez Lautrec, mais aussi pour la photographie. Voilà, la géométrie, elle vient chez Cockburn quand il passe aux États-Unis. On est à The Park Row Building à New York. On a encore les nuages, la fumée. On a encore des colonnades, des silhouettes anciennes. Mais on a déjà, par ce jeu d'intérêt pour le travail, je l'ai montré tout à l'heure avec Delamotte, montrer les travailleurs, c'est aussi montrer la ville qui se transforme, la ville qui est en activité, la ville qui n'arrête jamais. Et voilà l'œuvre qui va marquer la bascule de Cockburn, que vous aviez peut-être déjà vu, qu'on appelle Pieuvre New York, Octopus New York, parce que il a cette idée de prendre une photo le Madison Square du haut de la tour de la Metropolitan Life Insurance Company. Les sentiers dégagés de neige dessinent un motif abstrait aux allures de pieuvre. La vue du dessus écrase, on voit plus d'arbres, et en plus on est sur quelque chose d'un peu enneigé, donc on a très peu d'ombre. Il a choisi un moment où la distinction de la profondeur se fait plus. Ça pourrait suffire à dire que Cockburn est génial, mais ça suffira pas, parce qu'il dit encore autre chose. Maintes photographies à vol d'oiseau témoignent, ça c'est le commentaire, du chemin parcouru par Cockburn. D'autres clichés pris de la même tour parus sous le titre Metropolitan Picture, toit de gare, pieuvre, on est en 1909-1910, maison 1000 fenêtres 1912, fantaisie cubiste de Cockburn et photographie de la Liberty Tower. Qu'est-ce que dit Cockburn dans l'article de Photogramme? Il dit, et il finit là-dessus, quelle joie de faire quelque chose qu'il serait impossible à classifier. Hein, on n'a plus le vocabulaire, ça vient plus de la peinture en fait, ou dont il serait impossible de dire ce qui est le haut et ce qui est le bas. Alors, on voit encore un peu ce que c'est. Cockburn va aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est mon espoir que la photographie explorerait toutes les possibilités visuelles, on va dire, et dépasse et fascine par le vocabulaire formel. La vue du dessus, l'écrasement des perspectives va changer complètement la façon de regarder la ville.
et la ville elle-même fournit un décor, fournit le lieu à regarder, mais le lieu d'où l'on regarde, c'est quand même pas rien. Imaginez une fantaisie. Vous êtes à la campagne, vous voulez un point de vue inattendu. À part vous allonger par terre, c'est compliqué, hein. Ou alors, il faut monter comme Friedrich sur le haut des montagnes et puis avoir un homme de dos et sa silhouette qui fait qu'on regarde par-dessus son œil. Non, là, on nous fournit des points de vue extraordinaires immédiatement. Des points de vue d'où lequel on voit l'activité de la ville en train de se transformer. D'où la ville elle-même ne cesse jamais de se transformer. C'est-à-dire, vous pouvez faire une vue de ça, et puis le lendemain, le surlendemain, c'est jamais la même chose. Ce qui fait que la photo, l'éphémérité de la photo, le fait qu'elle attrape quelque chose, va être continuellement convoqué dans les photos de ville, puisque c'était comme ça juste avant, mais non, c'est déjà autre chose. Le travail, il est formel, le travail, il est sur la matérialité de l'image, je disais, puisque les matériaux sont nouveaux dans la ville. La ville va être un prétexte parce que l'abstraction se développant, influençant les artistes, les États-Unis vont fournir des repères, des répertoires formels très forts, mais en plus, le changement continuel va être l'occasion d'études. Alors, il y a plus fort, c'est que voilà Zayas qui avait fait la couverture du magazine 291 et que sur lequel Coburn va expérimenter un jeu d'exposition multiple sur une même plaque. Voilà, on est au cœur d'une photographie qui prend son indépendance en disant moi je fais ça en fait. Alors pour le dire d'une façon amusante, le dessin peut faire ça, mais en fait il n'y a que la photo qui peut faire ça. La photo peut faire du flou, peut faire du multiple. Et puis, il y a quelque chose qui est peu connu et qui est tout à fait passionnant à creuser parce que c'est lié à l'Angleterre. Ici, c'est l'incroyable Ezra Pound, le poète qui va être au cœur. Ce qu'on a appelé, c'est très peu connu, j'ai vu un bout d'expo à Beaubourg, le vorticisme. C'est le futurisme. Le futurisme, c'est un mouvement en Italie presque lié à l'abstraction, fasciné par la machine et le mouvement et la vitesse. Ce mouvement, il n'existe pas en France. Il y a un futuriste français, c'est tout. Et puis de Valentine de Saint-Poix, une futuriste. En Angleterre, cette fascination pour la machine, pour le mouvement, va se retrouver dans ce mouvement qui s'appelle vorticis, le vortex, quelque chose qui tourne. Coburn est près de Ezra Pound quand ça a lieu. Et il est influencé par ce jeu, cette représentation du mouvement. Voilà, Pound va appeler ça vortoscope, c'est-à-dire que nous basculons dans une photographie, toujours Coburn, hein, complètement abstraite. On reconnaît encore le joli profil de Ezra Pound, photographe qui est un poète qui est assez complexe à lire et puis qui est connu à la fois pour ses analyses de la littérature, mais aussi pour de mauvaises raisons, pour sa fascination pour les mouvements fascistes sur la fin de sa carrière. Ce serait un peu long à développer, j'en suis pas spécialiste du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que cette fascination pour le mouvement, elle se retrouve toute proche du travail abstrait. Ici, les images de Coburn sont à 1000 lieues du pictorialisme et à 1000 lieues aussi des premiers portraits d'écrivains anglais ou américains. Puis à 100 lieues de ce travail sur les villes et ce jeu de perspective du dessus ou ce jeu qu'on vient de voir sur le portrait de Zayas avec la superposition. Ces images liées au vortographe, alors vortex, c'est une sorte de mouvement, sont des morceaux de verre, des morceaux de bois qui sont posés sur un plateau de table en verre. Et l'appareil photo, l'objectif de l'appareil photo est lui-même dans un montage de miroir triangulaire. Ce qui donne un résultat qui est complètement fascinant parce que c'est à la fois un jeu d'abstraction, la photographie est devenue totalement abstraite. Voilà, vous voyez que le sous-titre, c'est le passage du pictorialisme à la modernité. La modernité de Coburn, c'est de passer de l'un à l'autre, de passer de cette vue de la ville. J'ai pas résisté, c'est une photo de Mark Twain tout à la fin de sa vie sur son lit
Et voilà Coburn lui-même. Alors, il faut conclure dans les 5 minutes. J'en ai encore 3 à regarder, mais je vais aller vite. Le parcours du pictorialisme qu'on vient de voir, on le retrouve chez Station. Avec un petit épilogue inattendu. Station, je vais plus vite. Intérêt pour le mouvement romantique, la peinture, l'artiste qui Bonsoir. travaille la matérialité du qui travaille la matérialité de son support. Rodin, 2 très célèbres photos de Rodin viennent de Station, notamment cette étude quand il vient en France au moment où il travaille sur le Balzac. Là c'est son Victor Hugo qui est dans le fond. On a une image qui est très liée à la peinture, très liée à la matière qui est sur le travail, sur le papier photo lui-même. Voilà le peintre Albert Bénard. Voilà tout. La photographie de Station la plus chère au monde. Vous voyez, on a 2 928 000 $ chez Sotheby. On a une photographie qui est très belle, hein, qui est très simple, avec quelque chose qui est purement de la peinture. Alors j'ai dit que j'allais un peu plus vite. Vous voyez, un portrait de Mucha, on voit la proximité du travail avant l'abstraction, le décor compte autant que le personnage, les choses sont assez aplaties, il y a un graphisme qui va intervenir quelquefois par de l'écriture, quelquefois par la signature sur la photographie elle-même, un travail sur la danse, on est face à Isadora Duncan, c'est-à-dire un travail sur l'architecture qui est lié au corps du personnage, et là le clin d'œil à la peinture viennoise de Station est assez fort, hein. Un cadre dans l'image qui accentue la platitude de l'image. Alors, si vous n'étiez pas là au début, je simplifie. Le passage de l'emprunt à la peinture fait que la photographie, pour s'affirmer, va de cet emprunt à la peinture. Elle fait sécession avec la peinture, c'est pour ça qu'on parle de photosécession. Voici réunis Eugène, Stiglitz, Kuhn et Station. Donc, nous voyons les images maintenant. Voilà, vous voyez le rajout sur le fond en haut. Le travail sur le papier, sur le tirage, va faire qu'on va accentuer par des effets de pinceau le rendu de cette gomme bichromatée qui donne un grain énorme qui ressemble à du fusain. Voilà, la confrontation, je le disais, avec les artistes de la modernité font que la ville, New York, la construction, les hauteurs, la transformation de la circulation des images, va amener Station aussi à s'intéresser, Matisse ici en photo. C'est la dernière étape de quelque chose qui est encore pictorialiste avec ce chef-d'œuvre du Balzac de Rodin. Quand on est dans le 14e et qu'on voit la sculpture, c'est pas aussi impressionnant que ça. Il n'y a que le merveilleux Jacques Doillon qui a fait quelque chose d'impressionnant dans son film Rodin. Voilà ce qui est l'importance de Brancusi. Voilà, là, ça c'est un portrait de Brancusi par Station. On voit par le cadrage, par la clarté. D'ailleurs, la pratique elle-même de Brancusi est très liée à la photographie. Il a pris beaucoup de photos de ses travaux lui-même pour s'en servir, pour témoigner, pour travailler aussi. Voilà l'oiseau dans l'espace de Brancusi, une forme simple, presque abstraite, qui s'appelle encore oiseau, dont le socle a autant d'importance que l'œuvre elle-même, mis en lumière et célébré par ces photos de Station sous forme de quelque chose qui devient de plus en plus abstrait. Les photos de l'atelier de Brancusi, si vous avez l'occasion, il est reconstitué à Beaubourg, c'est une vraie merveille. Mais ce qui m'intéresse chez Station, c'est ça, qui me fait que finir sur ça. Les pictorialistes sortent de la référence à la peinture et vont s'intéresser à quelque chose qui soit vraiment Stiglitz écrit au poète Art Crane le 10 décembre 1923 au sujet de son étude sur le nuage qui s'appelle Équivalent. Je sais aussi qu'il y a beaucoup plus d'abstraction réelle dans une représentation que dans la plupart des abstractions. C'est-à-dire que les objets peuvent devenir, même si on les reconnaît, ici, qu'est-ce que Station a fait? C'est un petit gabarit qui sert à des menuisiers, une soucoupe de verre, un élément posé, mais un temps de pause de 2 à 3 jours, qui va permettre dit Station,
de réaliser une série d'images abstraites modernes avec ce raisonnement, et je le cite, s'il a été possible de photographier des objets de façon qu'ils suggèrent quelque chose de totalement autre, il serait peut-être possible de donner une signification totalement abstraite à des photos très littéraires. Et on va avoir une photo qui représente des choses, mais qui est abstraite quand même, puisqu'elle ne dit rien d'autre que l'objet et sa recherche formelle. Vous reconnaissez encore des œufs, vous reconnaissez encore des ombres, mais la photographie a pris totalement son indépendance, et vous voyez que ce glissement, il est lié à... Le début, c'est l'impressionnisme, et la fin, c'est le cubisme, pour faire très simple. Et la photographie, par le jeu de superposition, par les points de vue du dessus ou du dessous, par le jeu sur le rythme lui-même de l'image, va jouer ce point de vue-là, va basculer vers une modernité qui est liée à l'architecture. Chez Station, il y a un rebondissement pour finir mes histoires, c'est qu'il va devenir photographe publicitaire et il va travailler cette abstraction. Je disais au tout début que le travail sur la ville pouvait être un symbole de quelque chose qui changeait. Et puis, l'abstraction, ça va être aussi la possibilité d'un jeu formel pour lui-même, en fait. Ce que Station va faire, ce sont des natures mortes qui sont merveilleuses, puis il va travailler pour Hollywood, pour des portraits merveilleux. Le voici en photographie, il va travailler purement pour les grands médias, à faire d'autres conceptions de la mode. Dans les années 20, c'est le photographe le mieux payé au monde. Il va faire des photos de mode, des photos, cette série de photos de Greta Garbo, qui est une sorte de merveille, à la fois de naturel et quelquefois de composition beaucoup plus géométrique, abstraite. La géométrie de la photographie, l'influence du cubisme va permettre aux photographes de mode d'amener un langage formel plus moderne, mais une modernité un peu fabriquée en fait. Voilà encore un chef-d'œuvre de Station, c'est un portrait de Gloria Swanson. Si vous connaissez Osons les raccourcis, le plus grand film de l'histoire du cinéma, Boulevard du Crépuscule. Voilà, c'est Gloria Swanson qui est toute, qui est vieille et qui ici est encore toute jeune dans les années 20. Mais le sujet de Boulevard du Crépuscule, c'est lui-même le temps de circulation de Hollywood. La Station va amener dans le monde de Hollywood cette abstraction. Et puis, mauvaise nouvelle, le Station va travailler pour les États-Unis au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et la mauvaise nouvelle, c'est que même la guerre, c'est photogénique parce qu'il va travailler pour la propagande américaine et faire des photos extraordinairement belles des conflits armés avec l'idée de montrer la force américaine en action, son efficacité, son organisation, son courage. On a des photos qui sont extraordinaires et qui donneront une exposition elle-même très fameuse en 1954 à la fin de la carrière de Station, qui est Les Hommes du Monde, que voici, la famille humaine, qui est une façon de montrer la fraternité, l'humanisme, mais aussi quelque chose d'idéologique voilà, l'exposition va circuler puisque Station, qui est d'origine luxembourgeoise, va offrir cette exposition au Luxembourg. Elle va circuler à plein de moments. La dernière chose que je dois dire, et j'en ai fini, c'est que dans les années 20, des artistes de l'abstraction, ici Moholy Nagy, qui est professeur au Bauhaus, la grande école d'architecture et d'urbanisme qui se développe en Allemagne, à Weimar, puis qui sera fermé par les nazis, va développer le collage, un jeu sur la typographie, des recherches purement formelles qu'on retrouve dans le graphisme. Ces recherches se retrouvent purement de l'abstraction, hein, une recherche sur la matière, sur la couleur, sur l'impact de la couleur, sur la forme du cadre, qui va inventer le métier de designer. Hein. Ces recherches se retrouvent aussi dans la photographie. Moholy Nagy va prendre en photo, il est d'origine austro-hongroise, sa femme, il va faire des séries d'images et surtout travailler sur un projet de film, ce qui va être très fasciné par les débuts du cinéma. Il va travailler sur des photomontages qui plairont beaucoup à Germaine Krull, qui arrive juste après. Voilà, le travail graphique uniquement de forme va marquer aussi l'histoire du théâtre, puisqu'il va aussi, pour Piscator, faire des décors de théâtre, Moholy Nagy. Ce travail sur un film à venir à Marseille,
le pont du Transborder, cette grande construction immense. Molly Nagy est aussi un sculpteur qui va faire des sculptures dans lesquelles la lumière va jouer un rôle pour se projeter. Molly Nagy va croiser le chemin, et j'en termine ainsi. Germaine Krull va côtoyer Molly Nagy dans les années 20 et va faire entrer la photographie dans ses vues de Marseille, et surtout dans la publication d'un livre très fameux dans les années 20 qui s'appelle Métal, va faire basculer le jeu de la photographie vers un monde formel. Vous voyez, cette vue du dessus, on est dans des lieux élevés, on est dans une architecture qui a l'air moins moderne que celle de New York, évidemment, mais qui, par le jeu du point de vue, va écraser l'espace et simplifier par le contraste du noir et du blanc les formes pour les rendre de plus en plus semblables à de l'écriture, jusqu'à jouer, vous voyez, ce pont du Transborder qui est là partagé avec, comme intérêt avec Molly Nagy, jusqu'à en faire des formes simples, les plus simples possibles, de superposition, de support d'une image sur une autre, jusqu'à en faire un vocabulaire formel en soi, qui nous fait entrer la photographie dans ce jeu de forme pure, de complexité de celui qui regarde, de comprendre où sommes-nous, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce qui est devant nous. Voilà, des éléments indiciels, dit Barthes, c'est-à-dire l'image va devenir un endroit où le spectateur va devoir chercher. Ça tombe bien, la modernité, c'est ça. La place du spectateur développée, multipliée, qui fait qu'à l'intérieur d'une image, il va falloir trouver, les images sont très petites, hein. À l'intérieur d'une image, il va falloir chercher son pain, son sel, son chemin, pour qu'on comprenne, mais qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Voilà. La modernité, depuis l'impressionnisme, hein, depuis les romantiques qui jouaient à faire réagir le spectateur, c'est ça. Le fait qu'une image n'est plus simplement la représentation de quelque chose, mais un dialogue qui s'est fabriqué avec ce qui est extérieur. Le temps qui passe et qui traverse les villes, c'est ça qui va suggérer à la photographie un travail sur la matière de l'image et la forme. Je vous remercie. Je regarde ce que l'on m'a écrit. Pourquoi vous voulez écrivez votre question? Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de questions, oui, les photos de Georgie O'Keeffe, évidemment. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis à bientôt. Merci à vous.